Bonjour à tous. Bon. Je vais me présenter. Moi, je suis Karine Marchilly. Je suis responsable de l'agence Clasquin de Mulhouse. Clasquin, nous sommes commissionnaires en transport. J'ai avec moi une équipe de 9 experts sur l'agence de Sirens. Nous gérons, nous pilotons, nous organisons donc le flux de transport de marchandises pour nos clients de bout en bout. Clasquin est un groupe français, le siège est à Lyon. Nous sommes 1600 collaborateurs à travers le monde et 85 bureaux répartis sur les 5 continents. Nous sommes de taille intermédiaire, une entreprise de taille intermédiaire, c'est aujourd'hui notre force. Nous sommes sur du sur-mesure, de la proximité client, ce qui fait notre force, de la créativité, de la réactivité. Nous transportons des marchandises par voie aérienne, maritime, rail, route, et avec une partie aussi douane et puis logistique. Aujourd'hui, ce dont on veut vous montrer, c'est gros sujet d'actualité, la décarbonation des supply chains. Avec moi, j'ai David Canard-Volant qui est en charge justement de la partie décarbonation, notamment au sein de notre Clasquin Consulting, et qui va vous expliquer, vous montrer dans des cas réels, des business cases, comment décarboner aujourd'hui les supply chains dans le Grand Est, avec des exemples et des cartes visuelles pour vous permettre aujourd'hui d'enclencher ou d'amplifier la décarbonation au sein de vos agences, ou simplement répondre à des questions que vous avez à ce sujet. Et puis on pourra répondre bien sûr à la fin à vos questions. Voilà, donc je vous laisse avec David. Merci Karine. Donc moi je m'appelle David Canard-Volant, je travaille chez Clasquin depuis maintenant 24 ans. Donc j'ai vu 2-3 pans d'histoire de l'entreprise. Et depuis 3-4 ans, je pilote la branche conseil en supply chain management, avec 2 grandes particularités du conseil chez un commissionnaire en transport. C'est que, on ne vend pas du slide. Les solutions qu'on propose, on sait les opérer. Et 2, la complexité de l'international, c'est notre cœur de métier. Là où le supply chain management peut s'adresser à ce qui se passe dans l'entrepôt, les niveaux de stock, le réseau de distribution nationale, etc. Nous, on travaille sur les sujets que nos agences opèrent au quotidien, et ça nous donne cette coloration. Alors aujourd'hui, on va parler de la décarbonation des supply chains. C'est un sujet qui nous anime autant qu'il anime nos clients, avec des cas concrets. Et je voulais d'abord vous présenter sur un slide extrêmement simplifié une supply chain extrêmement visuelle, qui part de la gauche, sur laquelle vous avez les composants et les matières premières qui sont approvisionnées dans l'entreprise. L'entreprise qui apporte de la valeur en transformant, en combinant ou simplement en stockant, puis en redistribuant ces produits qui eux-mêmes vont avoir un cycle de vie et potentiellement être recyclables et ou recyclés. Et on voit ici, sur ce schéma en 3 couleurs, apparaître ce qu'on appelle les scopes dans la partie empreinte carbone. En bleu, c'est plus ou moins ce qui est sous le contrôle de l'entreprise, ce qui se fait dans l'entreprise et ou ce qu'il y a sur la facture d'électricité ou d'énergie au sens large. Et en gris, c'est toute la partie qui est sous-traitée. Et on s'aperçoit que cette partie qui est sous-traitée, c'est là où il y a toute la supply chain, toute la chaîne de sous-traitance. Et donc ça amène une complexité plus grande pour aller agir sur la décarbonation. C'est-à-dire que décarboner, ça veut pas simplement dire agir sur l'intérieur de l'entreprise, mais c'est aller se projeter sur cette fameuse supply chain étendue et d'aller agir sur cette supply chain étendue. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que c'est là qu'est le problème. Ici, vous voyez la combinaison de 2 rapports de 2 grands cabinets de consulting qui démontrent que, à part 2 grandes familles d'acteurs qui possèdent leur propre réseau et leur propre véhicule, la totalité des autres verticaux, d'autres industries, ont entre 80 et 99% de leur empreinte carbone qui est dans la chaîne de sous-traitance et qui est donc dans le scope 3. Et donc, si on veut réduire l'empreinte carbone, il faut aller agir sur ce scope 3. Donc c'est là où ça devient un sujet sur lequel nous, on peut agir, parce qu'à l'intérieur du scope 3, se trouve le transport amont et le transport aval, ce qu'on appelle le transport sur achat ou le transport sur vente, et sur lequel on peut agir en allant
faire différemment et en allant réduire, en allant utiliser des alternatives qui sont disponibles sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on agit chez Clasquin? Donc j'ai essayé de faire ça assez rapidement. Hein, ça mettra peut-être des nouvelles discussions à l'occasion. Nous avons un stand un petit peu plus loin dans cette allée si vous voulez poursuivre les discussions. On a imaginé les différentes solutions auxquelles on a été exposés, on les a rangées dans deux familles. Il y a une famille d'initiatives pour décarboner qui sont de l'ordre de la recherche et développement, de la technologie et de l'innovation. Et là, vous retrouvez les énergéticiens, les fabricants de navires, les fabricants d'avions, les fabricants de moteurs qui vont travailler sur de l'efficience, des énergies moins carbonées, etc. Et nous, notre rôle là-dedans, ça va être éventuellement de sélectionner lorsque ces solutions seraient disponibles et à l'échelle sur un marché. Et il y a toute une famille sur la droite ici qu'on appelle Organization and Practices, qui sont comment est-ce qu'on fait différemment? Quelles sont les alternatives qui sont disponibles là maintenant? Comment est-ce qu'on réduit avec des solutions qui sont disponibles maintenant? Et donc ce passage à l'action n'attend pas une énergie magique, n'attend pas une solution qui viendrait d'un partenaire extérieur, mais amène à se poser des questions sur qui, moi, au pilotage de ma supply chain, comment est-ce que je peux agir là, maintenant, tout de suite. Alors, je vous ai préparé 4 business cases. Je crois qu'il me reste pile 3-4 minutes par business case pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, cette fameuse boussole du green. Ça se traduit assez mal, boussole du green, mais on a essayé. Le premier slide que je présente, c'est essayer de présenter, alors ici on s'est un peu projeté sur la région, comment importer de la Chine sur la région Grand Est avec 12 tonnes de marchandises. Donc voilà, on peut imaginer un conteneur de 12 tonnes, c'est un conteneur assez classique. Des fois la marchandise est plus lourde et on a des conteneurs de 20 tonnes, et des fois lorsqu'on est par exemple dans le textile ou dans des produits finis, on a des conteneurs de 4, 5, 6 tonnes. Ça permet de se projeter, et après plus c'est lourd, plus c'est contrasté. Si vous approvisionnez ça de bout en bout, de Chine jusque dans la région, pour 12 tonnes de marchandises, vous allez générer 3 tonnes d'équivalent carbone. Donc ça comprend le segment d'approche, ça comprend le segment maritime, ça comprend le segment de livraison, tout ça par route. Et donc on voit que c'est une offre qui est assez décarbonée, mais ça génère quand même 3 tonnes de CO2 ou de CO2e, l'équivalent carbone pour ce flux. Si jamais vous faites ça par la route de la soie, en rail, et que vous déchargez, ici c'est l'exemple, c'est à Duisbourg, mais ça pourrait être déchargé à Dourges et arriver dans la région, on voit qu'il y a un facteur 2 pour ce type de conteneurs, un facteur 3 pour des conteneurs un peu plus lourds, et donc vous générez 5 tonnes de carbone. Dans le cas où vous faites tout ça en tout route, et ça existe, hein, alors ce n'est pas des camions chinois qui viennent dans votre cours, hein, c'est plutôt des transbordements qui sont dans les pays en stand, Kazakhstan, etc. etc. Vous générez plutôt 15 tonnes de CO2. Et si jamais ça a du sens pour votre métier d'envoyer 12 tonnes de suite en aérien, ou même si vous faites 12 fois une tonne, ça génère à peu près la même chose en aérien, et vous générez 111 tonnes de carbone. Donc on voit ici que la première conclusion, le premier takeaway qu'on peut tirer de ce slide, c'est que la décélération des supply chains va être la conséquence de cette pression qu'il va y avoir sur le carbone. L'urgence climatique va amener à passer d'un mode de transport à un autre. Et donc la route peut être une solution décarbonée par rapport à l'aérien, quand c'est applicable, et ici ça l'est. Et plus votre marchandise elle est lourde, plus ça va être contrasté, puisque quand on est sur un conteneur de 20 tonnes, on est toujours dans les 3 tonnes à peu près en maritime, et on est plutôt vers les 200 tonnes de carbone générées toujours pour cette même marchandise en aérien. Donc quand on est sur 20 tonnes, je les connais un peu plus, les flux de 20 tonnes, on a un facteur 3, et puis de là à là, on a plutôt un facteur 60. Si jamais c'est du transpacifique, vous êtes sur un facteur 80. Et donc, on a là le premier gisement de décarbonation. Deuxième business case sur le transatlantique, comment est-ce qu'on réduit l'aérien? Donc, quand on réduit l'aérien, évidemment, tout le monde va nous poser la question, mais oui, mais les délais, etc. Et donc, on a des solutions qui permettent d'aller se projeter sur un marché, d'aller mettre en place un entrepôt sur ces marchés en proximité client, et donc ne pas endommager les indicateurs de performance style order to delivery. Mais on voit bien ici, sur ce marché-là, où je me projette à l'international pour réduire de l'aérien, je peux passer de 76 tonnes
émis pour cette même marchandise en aérien à 2 tonnes ici, de bout en bout, sur de l'export transatlantique sur les USA. Donc on a vraiment des solutions, et quand on va regarder ça avec le prisme de la décarbonation, eh ben, on va regarder différemment sa gestion des urgences, on va regarder différemment le partage des priorités qu'on peut faire avec son transitaire, on va regarder différemment séparer les commandes fermes de juste réapprovisionner, on va regarder différemment comment est-ce qu'on impose à un fournisseur qui est en retard d'envoyer ça en aérien parce que à ses frais, parce que même si c'est à ses frais, bah, c'est dans notre propre bilan carbone, dans notre scope 3. Et là, on a des solutions sur lesquelles on aide certains de nos clients à se projeter à l'international différemment. C'est comment faire différemment avec des solutions qui existent. Donc, premier gisement, réduire l'aérien. Donc, deuxième gisement, ici, toujours sur des business cases clients réels. Comment réduire les urgences? Ici, Clasquin travaille aussi sur ce qu'on appelle la zone Euromed, avec des camions qui passent sur des ferries sur certains axes. Et ici, un acteur qui fait du nord-sud sur le Maroc et sur la Tunisie, et qui avait la malheureuse tentation d'expédier au fil de l'eau toute sa marchandise, parce que c'était comme ça. Et il expédiait tous les jours de la semaine, et ce qui générait un ensemble de camions. Ici, on parle de 14 000 m3 par an. Et ces 14 000 m3 par an, ils partaient au fil de l'eau. Et donc, globalement, chaque jour de la semaine, il y avait un camion ou un ensemble de camions qui partaient. Et ça générait pas plus de 60% des camions qui étaient en camion complet. Donc, c'était pas très, très plein. Et le transport de cartons à moitié plein, de palettes pas très, très hautes, pas gerbables, dans des camions ou des containers qui sont pas très, très pleins, ça, c'est pas très, très décarboné. Et donc, ce qu'on a travaillé avec ce client, c'est l'adhérence au plan de transport. Donc, un plan de transport optimisé sur lequel on a retravailler sur le fait de discipliner l'ensemble des acteurs en leur disant mais là on a un vrai levier de décarbonation. Alors il se trouve qu'on l'a chiffré, on a réduit de 2/3 le nombre de voyages, donc le nombre de camions qui se présentent au quai et à l'origine et à destination divisé par 3. Il y a toujours le même nombre de palettes, mais globalement ça nécessitait de mettre moins de personnel et moins d'utilisation des ressources pour charger et décharger. Ça a réduit les coûts de transport au passage, et ça a permis de décarboner, on l'a chiffré de manière grossière à cette époque-là, entre 5 et 10%. Donc réduire les urgences en groupant, en consolidant, en prioritisant, c'est un autre levier. Le report modal, donc vous en avez un ensemble d'acteurs qui sont sur le salon, est un autre levier, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de moyen plus décarboné que de transporter en maritime, à part transporter en maritime plus faire du report modal. Donc sur cet exemple, nous avons mis en image le report modal sur la région. Donc ici, un conteneur qui partirait de la zone de Changshu, qui est à 200 km de Shanghai, qui ferait les 19 000 km qui arrivent sur le nord de la France, et puis qui, à partir de cette région-là, le nord de l'Europe, pardon, et qui, à partir de cette région-là, utiliserait les 2 solutions possibles, les 3 solutions possibles. La solution en autoroute, presque 500 km, et la solution en rail-route, ici 485 km plus 18 km de route, et la solution en barge plus route, bon, ça fait un petit détour, 700 km et 18 km. Donc si on regarde le service, si on regarde le coût, si on regarde les kilomètres, c'est intéressant, mais si on regarde le carbone, on l'a mis ici en perspective, on a la capacité de décarboner d'un coup d'un seul avec une solution qui est existante sur le marché, donc on n'attend pas la baguette magique. On a la capacité de décarboner d'un coup d'un seul à hauteur de -11 et -16%. Et si vous êtes en Bretagne, si vous êtes sur l'axe rhodanien, si vous êtes sur Bordeaux, si vous êtes sur tous les endroits, on est capable de fournir ces business cases-là. Et qui, dans une supply chain, est en train d'essayer de piloter ces flux, s'il met en place cette solution-là, évidemment, ça ne sera pas applicable à 100% de ces flux, mais imaginons qu'il soit en capacité d'aller basculer 80% de ces flux sur cette partie-là, il vendangera d'un coup d'un seul 80% de ça sur le bas de son empreinte carbone. Donc c'est une solution qui est disponible. Évidemment, on ne peut pas gagner sur le green et sur tous les autres indicateurs. On va avoir d'autres indicateurs qui vont se modifier. Et ça sera le rôle de Clasquin de gérer cette complexité quand ce sera pour le compte de nos clients, pour intégrer les différents changements dans une supply chain où on sait que c'est assez naturel d'utiliser la route, c'est trop facile d'utiliser la route et c'est un peu plus complexe d'aller gérer ceci, mais nous on maîtrise ces éléments-là et on est dans un devoir d'aller informer nos clients
que ces solutions-là existent. Et cette nouvelle axe de communication qu'on utilise, nous, le Green, est porteur pour aller aider nos clients à décarboner ces supply chains. Un quatrième business case que je vous ai présenté, je ne sais pas combien de temps il me reste, juste parfait, c'est la densification. Donc la densification, ça s'applique à énormément de sujets. On a des acteurs de la fast fashion qui n'arrêtent pas de faire des cartons à moitié pleins. On a des acteurs qui sont dans le just-in-time qui n'arrêtent pas de faire des camions à moitié pleins ou des palettes non gerbables. Voilà, on a plein de sujets où on n'arrête pas de transporter de l'air d'une origine à une destination. Et puis si en plus vous ne maîtrisez pas vos incoterms, ce sont les fournisseurs qui le génèrent, parce qu'ils ont envie de remplir le conteneur en 20 minutes et donc ils vous mettent 2 palettes à l'intérieur et pas plus que ça. Ça nous est arrivé, de transporter des conteneurs comme ça. Et la première réponse à ceci, c'est de le voir avec plusieurs prismes différents. Donc on peut le regarder avec le prisme coût, et on sait que sur certains axes, on travaille sur des conteneurs full, sur certains axes, des conteneurs full, et puis d'autres sur des conteneurs full. C'est ceux qui les remplissent comme des boîtes de sucre. Et quand vous les remplissez comme des boîtes de sucre, évidemment, vous mettez un petit peu plus de temps pour le charger, un peu plus de temps pour le décharger. En revanche, ça a des gros impacts sur le coût et sur la décarbonation. Donc j'ai repris cet exemple ici là, de notre région, en imaginant qu'est-ce que ça allait donner si jamais un acteur transportait sur l'année des containers qui arrivaient toutes les 2 semaines, c'est-à-dire en 15 jours, ou toutes les 2 semaines et demie, c'est-à-dire en 20 jours. Donc globalement, il va y avoir un impact sur la variabilité dans la supply chain. D'un seul coup, je vais avoir des à-coups qui seront plus nombreux que si jamais c'est livré de manière plus régulière. Qu'est-ce que ça donne lorsque je chiffre ça en carbone? Ça peut donner un impact qui va jusqu'à moins 15%. Pourquoi? Parce que le segment route ici, il est calculé sur la base de ce qu'on appelle la tonne-kilomètre. Et le segment maritime, quand ces gros navires, 24 000 TEUs, 24 000 équivalents 20 pieds sont lancés, ils consomment assez peu. Et l'empreinte carbone maritime, elle est calculée sur le volume. Donc si vous faites ici 25 containers de 12 tonnes ou 20 containers de 15 tonnes, c'est-à-dire 300 tonnes à l'année, ça ne va pas donner le même bilan carbone si vous passez un peu plus de temps pour mettre un peu plus de marchandises dans les 3 tonnes 7 que font le container vide. En gros, vous allez chercher moins de containers vides que vous ramenez chez votre fournisseur. Vous allez transporter moins de ces boîtes et vous allez ramener moins de boîtes vides à destination. Et la norme met ça en évidence à travers l'empreinte carbone de bout en bout. Ici, calculée sur l'année, on voit que ça fait moins 15%. Et évidemment, ça va se faire avec des arbitrages. Si vous laissez votre fournisseur charger le conteneur ou si vous faites ça avec des palettes non gerbables, potentiellement, vous allez mettre une demi-heure, vous allez mettre 3/4 d'heure à charger votre conteneur. Si vous faites du vrac ou si vous faites des palettes gerbables, potentiellement, ça va vous prendre 4 heures à l'origine et 4 heures à destination. Et donc, vous allez être obligé d'arbitrer entre les indicateurs de performance green et d'autres indicateurs de performance dans votre supply chain. La conséquence de tout ceci, c'est qu'on essaye de regarder les supply chains à travers des prismes d'indicateurs de performance depuis des années qui vont s'enrichir. Donc les indicateurs de performance des supply chains se groupent en 2 grandes familles. Vous avez une famille d'indicateurs dits client-centric. Donc on regarde la réactivité, en anglais responsiveness, le order to delivery. À quel moment je passe la commande et à quel moment je suis capable de livrer. Alors plein de paramètres touche cet indicateur. Si jamais je travaille sur stock, si jamais je travaille à la commande, si jamais j'ai un stock central qui est quelque part sur le continent ou si en plus mon stock il est quelque part en Asie, tout ça va changer. On a travaillé beaucoup sur l'indicateur de fiabilité. Est-ce que je respecte ma promesse? Ça a été un peu plus compliqué sur les 2 dernières années avec les chaos des supply chains maritimes, mais est-ce que je respecte ma promesse est une manière de mesurer la performance d'une supply chain. Et puis, on a la question de la fiabilité. Est-ce que demain matin, je suis capable de faire tout ceci x2? Est-ce que c'est scalable? Ça, ce sont des indicateurs du service client des supply chains. Il y a une autre famille d'indicateurs performance des supply chains, c'est le coût et le cash. Alors, le coût, c'est assez mature. Tout le monde a l'habitude de travailler cette notion de coût. Un peu plus difficile, le coût complet, quand on intègre le nombre de personnes en interne qui gèrent les dossiers,
quels sont les outils digitaux qu'on utilise, quels sont les abonnements, et puis des petites surprises, style les factures qui nous arrivent un peu en dehors de la transaction, comme par exemple les frais de détention qui arrivent un mois ou un semestre plus tard. Ça peut être des choses qui sont difficilement intégrables dans le coût complet d'un transport, mais néanmoins, il y a une grande maturité sur le coût. Le cash, c'est un peu plus récent, ça date d'il y a 20-25 ans. On voit que chez Clasquin, c'est quelque chose qui était extrêmement important et maintenant c'est intégré à l'intérieur de nos objectifs même. Et la culture du cash, c'est en gros quel argent on doit mettre sur la table pour faire fonctionner une entreprise. La différence entre le crédit client et le crédit fournisseur, et puis pour la majorité des acteurs qui ont des marchandises, la quantité de stock nécessaire pour pouvoir faire fonctionner toute la tuyauterie. Stock de matières premières, stock de composants, stock de produits sur la chaîne de fabrication ou dans les entrepôts et stock de produits finis, pas encore distribués, pas encore vendus. Et bien ceci, sont des indicateurs de performance où l'entreprise, dans cette famille rouge, se regarde elle-même pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Et à cette famille d'indicateurs assez classiques, qui sont maintenant mûris, enseignés depuis 30 ans, s'ajoute pour les supply chain durables, sustainable supply chain, une nouvelle famille d'indicateurs orientés planète. Donc on va parler planète, on va parler carbone, on va parler green. Dans notre métier, le transport, ça va beaucoup parler carbone. Dans d'autres métiers, comme par exemple sur le textile, ils vont être très attentifs à la quantité de litres d'eau qu'ils utilisent, par exemple, pour fabriquer un jean. Nous, on a intégré à l'intérieur de nos outils de la mesure de transaction, je vous le montre sur le slide suivant, cette famille d'indicateurs. Et qu'est-ce que ça donne sur le choix des différents arbitrages que je veux mettre en œuvre pour la performance des supply chains. Ce qui est clair, c'est que nos clients mûrissent ces éléments-là. Moi, je travaille sur des business case clients ces temps-ci, formation, business case, présentation et accompagnement de notre offre à hauteur de 3 fois par semaine. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui mûrit, qui avance. À ce titre-là, on a développé une offre qui s'appelle Smart Green. Donc là, vous avez notre joli kakémono et ici notre offre. Donc notre offre, elle est extrêmement simple. Quand on veut travailler sur quelque chose, souvent, on la décompose en 3 grands piliers. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on veut aller? Comment on y va? Voilà. Bon, où est-ce qu'on veut aller? Tout le monde sait qu'il faut réduire. Même si on est en train de mûrir les objectifs, pour l'instant, on sait qu'on veut réduire. C'est déjà une grande direction. Nous, on a décomposé ces 3 piliers en une mesure pour mesurer où est-ce qu'on est. Ça s'appelle Live Green sur notre plateforme. Chaque transaction permet, et c'est très pédagogique pour tous les individus, de présenter l'empreinte carbone de la transaction. Vous transportez un conteneur maritime ou la même chose en aérien, vous allez voir la transaction et tous les acteurs vont être conscients de cette partie-là. Et ça n'est plus un chiffre mystique à la fin de l'année dans la déclaration de performance extra-financière maîtrisée par 3-4 personnes. C'est 100% des acteurs de l'entreprise, en tout cas les acteurs transport, qui vont être exposés et qui vont grandir sur cette partie Live Green. Et puis on a 2 piliers de passage à l'action, parce qu'une fois qu'on a mesuré, il faut, même si on est content de cette mesurée, et quand on veut passer au régime, il faut passer à l'action. Donc nous, on a mis toutes les actions que je vous ai présentées auparavant dans 2 grandes familles. Une famille pour aller vendanger ce qu'on appelle les quick wins. On l'appelle Fast Green, c'est d'aller mettre en œuvre les solutions qui existent déjà et qui sont, même si elles sont un peu impliquantes, en tout cas, elles ne nécessitent pas de mettre en œuvre une complexité énorme dans la supply chain. Et cette complexité, la plupart du temps, Clasquin peut l'absorber. Et puis, un autre pilier qui s'appelle Green by Design. Sur un cerisier, vous pouvez aller cueillir les cerises qui sont accessibles. Et puis, il y en a une autre partie qui nécessite de prendre une échelle, de prendre un panier et puis quelques précautions. Ce sont ce qu'on appelle les low-hanging fruits, et puis les autres qui sont accessibles là-dessus. Donc là, c'est une offre pour aller passer de ce qu'on appelle le déclic jusqu'au plan de transformation. Et on accompagne nos clients sur cette partie-là pour aller repenser, pour avoir un changement de paradigme, un changement de mindset, comme on appelle en anglais, pour penser green first. Et toutes ces manières de penser la supply chain, évidemment, nous, on va travailler sur notre secteur, sur le transport, amène un ensemble de projets qui vont être un peu plus impactants, mais aussi un peu plus impliquants pour aller décarboner les supply chains. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, et si vous êtes très timide, on sera au bout de l'allée pour nous parler en tête-à-tête. Merci beaucoup.
Karine, très bien. Je suis pile dans les temps, c'est parfait? Nickel. Merci beaucoup. Merci David. Nous espérons qu'on ait pu répondre à des questions que vous aviez enfin, sur la décarbonation. C'est vrai que c'est aujourd'hui quand même dans le cœur de l'actualité. On est là pour vous aider. On fait vraiment un gros travail là-dessus. On est dans le transport maritime, aérien, forcément dans la pollution. C'est aussi notre rôle de faire attention et je sais que de plus en plus, chacun d'entre nous aujourd'hui le fait. Donc n'hésitez pas, si on peut vous apporter notre support, si on peut vous accompagner, venez nous voir et on est là à notre stand et puis sinon n'hésitez pas à nous contacter, voilà, Clasquin sur Mulhouse. Voilà, merci en tout cas, merci beaucoup.